Salut William, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Tu es... Gary. Salut, tu es CEO de Bolero. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Bolero? Tout ça, ouais, pas de souci, Ouais, ça marche. Écoute, donc je suis le cofondateur et CEO de Bolero, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. Et écoute, avant de me lancer dans l'aventure Bolero, donc c'était début 2021, j'étais product manager dans une startup d'intelligence artificielle conversationnelle. Tout simplement, je développais et je faisais évoluer un logiciel qui permettait aux marques de créer des assistants virtuels. Donc voilà, et après avoir écrit un mémoire assez complet sur la blockchain et l'économie de partage, j'ai beaucoup digué Web3, la blockchain, et c'est finalement à l'été 2020 en fait que je suis rentré à fond dedans. Donc j'ai quitté mon ancien job en septembre 2020, je suis parti faire le wagon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation en accéléré pour apprendre les bases du web development. Et lors de cette formation, j'ai rencontré Arthur, qui est aujourd'hui le cofondateur et CTO de Bolero. Et donc dès décembre 2020, on a commencé à travailler sur ce projet ensemble. ok, excellent. Et d'ailleurs, ton mémoire que tu as fait, c'était euh, après ton expérience de product manager ou c'était pendant ou avant? C'était sur la fin, donc pendant, mais oui, à la fin. Ok. Et d'ailleurs, avant qu'on parle de Bolero, enfin déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce que ça permet de faire Bien sûr, évidemment. Alors Bolero, c'est tout simple, c'est la première plateforme qui permet à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'investir dans la musique. Donc c'est comme si tout le monde avait son propre label. Sur Bolero, vous pouvez acheter en fait et détenir et revendre des parts de morceaux que vous écoutez tous les jours. Donc le but de cela, c'est de créer un nouveau revenu qui va être durable et récurrent pour les artistes et les producteurs et proposer une nouvelle expérience aux fans de musique. Donc les bénéfices sont assez simples. Une fois que vous détenez des parts de morceaux et que vous constituez votre label, en tout cas votre catalogue, vous allez percevoir une part proportionnelle des revenus des morceaux dont vous détenez des parts. Vous allez pouvoir rentrer aussi dans la gamification de Bolero avec les autres utilisateurs. Et puis, vous allez aussi pouvoir éventuellement vivre des expériences exclusives que certains artistes proposent. Alors, on peut peut-être directement rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai Mm. l'impression que bon, il y a un vrai chamboulement de l'industrie musicale avec, par exemple, le streaming en ligne et notamment Spotify. Euh, Ouais. D'ailleurs, j'encourage les gens à regarder la série The Playlist, qui est très cool. Et on peut voir effectivement dans cette série que peut-être le partage des revenus entre les artistes et les labels est pas forcément à l'avantage des artistes. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été peut-être central dans l'idée de Bolero. Ouais, ouais, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, la jeunesse de Bolero, elle s'est créée parce que bon, moi, j'étais évidemment très féru d'industrie et de musicale, donc j'avais beaucoup creusé le sujet. Mais au-delà de ça, j'avais quelques amis qui étaient sur la scène rap et sur la scène électro, donc j'étais souvent à leur côté. Je me suis intéressé à leurs projets et en fait, j'ai très vite compris qu'étant donné le problème de redistribution de revenus qu'il y a dans l'industrie musicale, et notamment lié au fait que le streaming aujourd'hui ne génère pas assez de valeur pour les artistes, en tout cas pour les parties prenantes qui sont à l'origine d'une production, d'un enregistrement phonographique, et ben en fait, il y en a beaucoup qui font un arbitrage entre ambition de direction artistique et profitabilité. Donc l'ambition de Bolero à l'origine, c'était de se dire, bah, si on crée un nouveau revenu qui n'existait pas avant, on va venir en fait combler ce trou et permettre de ce fait-là à beaucoup d'artistes et de producteurs de vraiment donner vie à leur projet avec un maximum d'ambition, tout en proposant des sons qui vont être toujours de plus en plus qualitatifs aux auditeurs. Par rapport au problème de l'industrie, c'est assez simple, hein. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, donc effectivement, le streaming aujourd'hui ne permet pas aux artistes de vivre pleinement, à part peut-être le top 100 de chaque plateforme de streaming. Il y a aussi un problème au niveau des schémas contractuels. Donc à l'époque, les artistes avaient tendance à prendre des contrats d'artistes, donc ils étaient en quelque sorte salariés de la maison de disques, et de ce fait-là, ils n'avaient pas la propriété de leur propriété intellectuelle, donc ils n'avaient pas la propriété de leur bande, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes indépendants et il y a des sociétés comme Believe, comme DistroKid, qui ont vraiment chamboulé le paysage de l'industrie grâce à la distribution, donc c'est-à-dire distribuer la musique sans pour autant prendre l'ownership aux artistes. Pour autant, il y a encore une économie d'avance. Donc il y a quand même beaucoup d'artistes qui aujourd'hui vivent d'avance en avance ou du moins comptent sur les avances que les distributeurs ou les labels vont leur faire pour financer leur projet, pour être capables de produire, tout simplement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'avec ce nouveau revenu,
Soit tu es un artiste émergent ou un artiste en développement, c'est-à-dire que tu lances ta carrière ou tu la développes, et dans ce cas-là, ça va être un nouveau moyen de prendre de la liquidité et de développer en fait ta carrière. Donc une carrière d'artiste en soi, c'est comme une entreprise, tu as besoin de liquidité pour la développer. Si tu es un artiste établi ou même un artiste iconique, là, dans ce cas-là, on va plutôt t'aider à monétiser ton catalogue, c'est-à-dire que tu es assis en fait sur une pile de propriété intellectuelle, on appelle les masters, on appelle les éditions, et souvent cette propriété intellectuelle-là, elle n'est pas monétisée. À part dans certains marchés privés, mais en fait, si tu veux, c'est un oligopole. Il y a que les majors et quelques fonds d'investissement qui rachètent des catalogues. À titre d'exemple, Justin Bieber a revendu son catalogue pour 200 millions de dollars, Justin Timberlake 180 millions de dollars. Donc, on a quelques cas de figure comme ça, mais voilà, c'est un marché oligopolistique. Nous, ce qu'on cherche à faire, si tu veux, au travers de l'expérience que j'ai décrite et de notre proposition de valeur, c'est de créer le plus gros marché de catalogues musicaux liquides au monde. Donc en faisant rentrer le grand public dedans, ainsi que les corpos, on va être capable de rendre liquide toute cette masse d'IP qui aujourd'hui n'est pas monétisée, et donc générer beaucoup plus de valeur qui va retomber dans la poche des artistes et des producteurs. Alors si je comprends bien, donc il y a deux moyens avec Bolero de monétiser, de se monétiser en tant qu'artiste. Le premier moyen, c'est via des avantages, on va dire, par exemple l'accès à je sais pas, un concert en avant-première, l'accès à tel événement. Et donc là, j'ai l'impression qu'on en parlera après, mais il y a l'usage de ce qu'on peut appeler des fan tokens, d'une part, et d'autre part, tu as peut-être l'idée effectivement de pouvoir ouvrir finalement ton capital en tant qu'artiste, c'est-à-dire que tu peux te voir finalement comme une société et tu permets aux gens d'investir dans tel projet pour développer le projet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc pour résumer, effectivement, alors comme je t'ai dit, un Bolero, ça a commencé fin 2020 et on a ouvert la société en février 2021. Donc on a beaucoup itéré sur notre produit et on a cherché vraiment quel était le meilleur cas d'usage Web3 qu'on pouvait proposer à l'industrie musicale pour que ça fasse sens sur le long terme. Donc on a beaucoup itéré sur les fan tokens qu'on peut considérer comme étant des parts de carrière. C'est des parts de carrière sur la blockchain associées à un artiste en particulier. Ce modèle, on l'a bien éprouvé, il a bien fonctionné. On a accueilli des artistes assez importants, notamment en France, comme Leto, comme Maes, comme Solalune, qui est aujourd'hui un des artistes émergents les plus prometteurs, en tout cas du rap français. Donc ce modèle-là fonctionne. Néanmoins, il y a quand même ce cas d'usage aussi des songshare qui est hyper important parce que les fan tokens, ça nécessite d'être proche de sa fanbase. Donc tous les artistes n'ont pas forcément la direction artistique qui permet de faire ça. En revanche, il y a beaucoup d'artistes qui sont tout à fait ouverts et qui ont la possibilité de monétiser leur catalogue. Donc, de ce fait-là, on a créé un cas d'usage qu'on a appelé les songshares. Donc, c'est tout simple. C'est en fait des NFT qui contiennent une part de propriété intellectuelle sous-jacente à un morceau. Donc, imaginez ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, imaginez un morceau que vous avez écouté aujourd'hui ou que vous avez écouté hier, que vous adorez. Bah, imaginez que maintenant, grâce à Bolero et aux songshares, vous allez pouvoir détenir 1%, 2%, 3% de ce morceau. Et de ce fait-là, au-delà de l'expérience qui est cool, de se dire à chaque fois que j'appuie sur play, je joue quelque chose qui m'appartient en partie, et bah, je vais aussi pouvoir capter une part proportionnelle des revenus. Donc si j'ai 2 ou 3% du morceau, je vais pouvoir capter les revenus qui sont issus, et c'est là où c'est important. On est les premiers aujourd'hui à fractionnaliser de l'IP et à avoir trouvé un moyen de le faire grâce au Web3. Pourquoi est-ce qu'on a fait de l'IP et pas juste une part de revenus? Tout simplement parce que l'IP, ça veut dire que lorsque vous détenez une songshare, vous pouvez toucher une part proportionnelle des revenus sur le streaming, certes, mais aussi les téléchargements, les ventes physiques, ainsi que ce qu'on appelle la synchronisation. Et ça, c'est une pratique qui est méconnue du grand public. Mais en fait, la synchro, c'est la musique à l'image. Donc, c'est tout le chiffre d'affaires qui va être généré par un morceau lorsqu'il est placé dans un film, dans une pub ou une série. Donc, vous allez pouvoir toucher aussi ça. Ok, excellent. Bah, j'allais justement t'en parler. J'ai vu, j'ai fait mes devoirs et j'ai vu que, par exemple, il y a une chanson de Rihanna qui s'appelle Bitch Better Have My Money, qui a été justement une partie de la chanson. On parle de 1%, je crois, des droits, mais des droits de streaming de la chanson, comme tu disais, donc pas tous les droits. Hein. C'est une cote-part, c'est pas l'IP. Et voilà, c'est une cote-part qui est limitée dans le temps. Et donc voilà, il y a eu 300 NFT qui ont été émis et les 300 NFT représentaient en tout
donc à peu près 1% des droits, mais de streaming de la chanson. Donc pas une plateforme concurrente à la tienne, qui est... D'ailleurs, on en reparlera après des concurrences, que vous êtes plusieurs à vous lancer sur ce marché-là. Ce sera intéressant d'en discuter. Au niveau de la chanson, c'est-à-dire que la chanson, elle est, on va dire, divisée en plusieurs NFT après qu'elle soit créée, ou ça peut même être avant. Et donc voilà, l'artiste arrive avec un projet et il peut directement vendre des parts de son futur album ou d'une future chanson pour financer la chanson en Nous, dans question. notre cas, c'est les deux. Okay. Dans notre cas, c'est les deux. Après, ce qui est sûr, c'est que il faut que l'artiste garantisse le bon fruit du projet. Donc, il y a aussi ça, qui est important. Donc, c'est à partir de quel moment est-ce que tu crées des songshares qui sont associés à un morceau, un morceau ou un projet qui n'est pas encore sorti. Il faut que ce projet soit effectivement bien distribué dans les bonnes conditions contractuelles. Donc, ça, c'est aussi le travail de l'équipe musique chez Bolero, c'est de s'assurer que tout ce qu'on propose aux utilisateurs est conforme et correspond bien à un actif qui est sécurisé. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, tu vois, là, tu citais le cas de Rihanna. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce cas-là et dans cette campagne qui a été faite en janvier ou en février, je crois, c'est qu'en fait, Rihanna n'est pas du tout impliquée sur le drop. Elle n'est pas du tout en lien quelconque avec la boîte qui a créé ces NFT-là. En fait, c'est le producteur, et plus précisément le beatmaker, qui avait reçu quelques points. Donc, quand je dis points, c'est-à-dire quelques pourcentages sur les revenus lorsqu'il a participé à la création du morceau, qui lui a revendu ces droits-là. Okay. Mais c'est en aucun cas Rihanna. Bon, après, ils sont très smart, parce que du coup, tout le monde a cru que Rihanna avait vendu. Ouais. Mais en l'occurrence, pas du tout. Et d'ailleurs, si tu vas sur le site, tu verras, c'est brought to you by... je sais plus comment il s'appelle. Mais en réalité, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, ça met vachement en exergue le fait qu'il y a beaucoup de parties prenantes derrière des enregistrements phonographiques, beaucoup de parties prenantes derrière la musique de manière générale, et aujourd'hui, toutes ces parties prenantes, souvent, devraient capter de la valeur liée à leur travail et à leurs œuvres. Or, aujourd'hui, on parle tout le temps de l'artiste-interprète. Donc, tu vois, Rihanna, c'est l'artiste-interprète, certes, mais derrière, il y a peut-être une bande de 10 personnes qui ont travaillé dur en studio et sur la direction artistique pour donner vie à cette œuvre. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que demain, en créant des actifs liquides à partir de ces droits-là, de ces œuvres-là, en fait, même si l'artiste-interprète n'y va pas, peut-être que des auteurs-compositeurs vont y aller, des producteurs vont y aller, et donc, on va quand même pouvoir donner vie à un marché super riche en termes d'offres, et qui pourrait, tu vois, moi j'aime bien dire ça, et donc tu faisais un parallèle avec la série de playlists sur Spotify. Au début, il n'y avait pas grand-chose à écouter sur ces plateformes-là. Tu vois, on en est un peu au même stade. C'est que pour le moment, on y va avec les artistes qui ont envie d'y aller, pour qui ça répond à un besoin, pour qui ça résout un pain, une douleur. Mais demain, il y aura peut-être 100 000 morceaux sur Bolero, et ça sera hyper riche et diversifié. Et ça sera du coup grâce à ça, grâce à la multitude de parties prenantes. Ok. Si je comprends bien, l'intérêt vraiment en tant qu'artiste, c'est de pouvoir un peu mieux équilibrer, on va dire, ses finances et avoir, entre guillemets, de l'argent un peu tout de suite et pas dépendre un peu du futur et d'avoir plus de revenus, en fait. C'est ça. C'est grosso modo, ça permet d'augmenter la taille de l'assiette de revenus potentiels qui est lié à un projet, à un morceau. Et d'autre part, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un revenu qui ne vient pas cannibaliser d'autres revenus. C'est un tout nouveau revenu dont chaque artiste peut bénéficier. J'aimerais qu'on revienne un peu en détail sur la création de Bolero. À partir du moment où tu as rencontré ton associé au wagon, ça a été quoi les étapes pour justement arriver à une première version, et comment tu as fait pour aussi convaincre des artistes. D'ailleurs, un des artistes avec lequel vous avez collaboré, c'est Riles, qui compte quand même 2 millions d'abonnés sur YouTube, 600 millions de vues, plus de 650 millions de vues même. Comment t'as convaincu Riles Alors, effectivement, on n'a pas convaincu Riles du jour au lendemain. Riles, on l'a pas convaincu en 2021, on l'a plutôt convaincu en 2022. Il y a eu quand même beaucoup de travail à abattre avant d'en arriver là. Au tout début de l'aventure, écoute, j'ai fait comme n'importe quel entrepreneur, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mes mails et puis j'ai démarché à fond. Je suis passé aussi par quelques contacts de mes amis, comme je te disais, qui étaient sur la scène rap et électro, donc ça m'a permis je pense, d'atteindre une quinzaine ou une vingtaine d'artistes en dev. Donc au tout début de l'aventure Bolero, on a réussi à travailler avec 40 artistes en développement. Après, on va pas se mentir, je pense que j'avais un taux de closing à 3% ou 4%, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai envoyé.
puisqu'en fait, à l'époque, si tu veux, on n'était même pas dans la bulle. Il faut se dire, on est en février 2021, il y a encore que les initiés qui connaissent Sora, c'est vraiment le tout début, il y a même pas de layer 2, il y a que Ethereum si je veux lancer un projet blockchain. Donc, à cette époque-là, moi, quand j'arrive en disant, salut les gars, j'ai trouvé une manière pour vous de bénéficier d'un nouveau revenu, c'est assez simple, viens on s'appelle et je te montre. Quand je leur explique ce que c'est, les mecs me disent que je suis un peu taré, tu vois. Je dis, c'est pas, enfin, c'est compliqué à comprendre. Donc on a quand même pu réussir à s'appuyer, enfin, on a réussi à s'appuyer sur des artistes qui ont bien voulu prendre le risque avec nous au début. Donc voilà, et puis bah, le fait est que on a fait tourner la bêta au tout début, pendant 3 mois. Et grâce à ça, on a fait nos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires et ça nous a permis d'avoir de l'attraction, des utilisateurs qui confirmaient nos hypothèses. Oui, il y a des gens qui aimeraient investir dans la musique en fait, parce que c'était ça l'hypothèse. Et grâce à ça, on a pu lever des fonds. Donc on a fait notre première levée de fonds en juillet 2021, qui a été leadée par Newfound et accompagnée par quelques business angels. Et il y a aussi Pirates Labs et Bilal El Alami qui ont investi à ce moment-là. Vous avez levé combien bah, d'ailleurs à ce moment-là? Là, à ce moment-là, on a levé 600 000 euros en equity et 300 000 euros de dette. Donc, c'était un tour à 900 000 au total. Et bon, bah, grâce à ça, on avait enfin les moyens de nos ambitions. On a pu recruter, comme il se devait, structurer l'équipe tech, l'équipe produit. Et on a pu tester plein de cas d'usage. Parce que du coup, à ce moment-là, on vient de lever, juillet 2021, c'est plein milieu de la bulle. Ça part dans tous les sens. Il y a des intérêts pour les NFT dans tous les sens. Les médias ne parlent que de ça toute la journée. Donc, c'est un peu une période complexe quand tu es entrepreneur parce que du coup, l'intérêt qu'on peut avoir pour ton projet ou ce que tu viens de sortir est très éphémère. L'attention des gens aussi est très limitée. Donc, il faut réussir à prouver des choses et à tester rapidement. Donc là, on a testé beaucoup de choses. On a testé, on avait toujours le fan token comme produit d'appel entre guillemets, donc qui permettait d'investir dans la carrière d'un artiste, acheter une part de carrière. Mais après, on a expérimenté plein de sujets. En fait, le NFT, tu sais, moi j'aime bien le décrire comme étant une boîte, et c'est une boîte dans laquelle tu mets ce que tu veux. Donc on s'est dit, bah c'est génial. Maintenant, il y a cette boîte que tout le monde veut apparemment. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour que ça ait du sens, à la fois pour les artistes et à la fois pour les investisseurs, les utilisateurs, les fans de musique. Donc on a testé ticketing, les chutes de studio, on a testé évidemment les œuvres en 3D, on a testé aussi du coup les parts de master, et en fait si tu veux, de fil en aiguille, en printemps 2022, on a regardé derrière nous, on a regardé toutes nos stats, et on s'est dit bah en fait ce qui cartonne c'est les parts de master, les gens adorent le fait de se dire je vais détenir une part d'un morceau. Donc c'est là où on a double down sur le songshare, on a retravaillé sur une nouvelle version de Bolero, et on a sorti du coup la V2 de Bolero qui est aujourd'hui celle qui est accessible en ligne, sur laquelle tout le monde peut créer un compte gratuitement, et qui du coup propose ces deux cas d'usage, token et songshare. Donc voilà, c'est un peu l'histoire en accéléré, hein. Évidemment il y a eu beaucoup de rebondissements pendant tout ce temps-là, mais donc voilà, et donc juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur Riles, effectivement, tu sais, n'importe qui lance un projet B2C a pour ambition d'avoir un soutien qui va apporter beaucoup de notoriété. Nous, on avait forcément cette ambition de se dire on va réussir à signer des artistes qui ont beaucoup de notoriété. Et en fait, si tu veux, le cadre Riles, il est assez intéressant parce que en fait, donc c'est Alain qui aujourd'hui pilote tout le département musique chez nous, qui l'a rencontré en premier. Et en fait, Riles, il avait une vision qui était d'écart avec la nôtre. Donc lui, en tant qu'artiste et en tant que label owner, parce qu'il est producteur aussi, il s'est dit, bah moi je crois vachement en un futur où je peux partager mon catalogue avec mon audience. Et donc on s'est retrouvé là-dessus, c'était le point de rencontre. On savait pas encore comment était la meilleure manière de l'exécuter à grande échelle, mais néanmoins on savait que c'était la base. Et donc on est parti de là et on a construit, co-designé. Et effectivement, Riles était le tout premier artiste à sortir un songshare sur Bolero. Et lui d'ailleurs, il est actionnaire, il est advisor de Bolero ou... Ouais, exactement. Donc il a investi dans Bolero avec son label Riles & Days, et aujourd'hui il a un rôle d'advisor. Donc il nous apporte ses lumières en tant qu'artiste et sur sa compréhension du marché pour permettre au projet d'avancer plus rapidement. Mais tu vois, ça c'est un point important, hein, et ça je le recommande à n'importe qui souhaiterait monter un projet demain. C'est hyper important d'ouvrir sa cap table aux personnes avec qui on essaie de collaborer. Alors ce que j'entends par là, c'est qu'il faut pas que ce soit le cirque, hein, mais tu vois, nous on a eu très vite le souhait, après la première levée de fonds, de se dire ok, prochaine étape, on va faire rentrer des artistes, des managers, des producteurs au capital de Bolero, puisque on veut que ce soit fait par la musique pour la musique.
Donc même si nous, on apporte notre expertise tech et fintech, entre guillemets, parce que c'est aussi ça le sujet, même si on apporte cette expertise-là, le produit est fait et imaginé avec les personnes qui vont le consommer. Je suis complètement d'accord et c'est hyper smart parce que du coup, tu t'entoures de quelqu'un qui a une vraie conviction sur le marché. Et d'ailleurs, c'est quoi ses convictions, Harry Less, concernant l'avenir de la musique et la répartition des revenus Écoute, je veux pas trop parler en son nom parce qu'en Ouais. général, il s'exprime très bien par lui-même, mais globalement, d'après nous, ce qu'on a compris et tout ce qu'on a fait ensemble, comme je te disais, il croit au fait qu'il y a un marché des catalogues qui soit liquide. Ça, on est vraiment en phase là-dessus. Il croit au fait que il y aura beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes établis ou des artistes émergents, qui vont partager des points de master et que ça va devenir de plus en plus commun et qu'en fait, ça va suivre la même trend que les artistes qui deviennent indépendants. Donc aujourd'hui, si tu veux, pour que tu comprennes, même pour que l'audience comprenne l'ordre, en tout cas la marge, on a ça varie d'une année à l'autre, mais on a entre 16% et 30% d'artistes qui deviennent indépendants tous les ans. Et Donc comment ça les veut dire qu'ils labels sortent de leur contrat et ouais. qui montent leur propre structure. D'accord. Et d'ailleurs, comment les labels elles perçoivent ça et elles perçoivent des solutions comme la tienne Écoute, 50-50. D'une part, c'est une super nouvelle pour eux parce qu'en fait, ils vont pouvoir monétiser du catalogue sur lequel ils sont assis. Encore une fois, hein, je reviens à ce que je disais. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour échanger du catalogue. Donc, nous, on va être une place de marché sur laquelle des labels. C'est pour ça que je parlais de corpo. Il y a pas que le grand public. Des corpos aussi peuvent venir trader du catalogue. Donc, c'est une nouvelle opportunité pour eux de monétiser leurs œuvres. Ça, c'est le premier point. Et après, pour le sujet effectivement de l'indépendance des artistes, nous en soi, on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. En fait, les artistes, ils ont déjà envie d'être indépendants pour la plupart. Ceux qui veulent rentrer en contrat d'artiste ou en contrat de licence, ils le font déjà. Et ils sont très contents avec ça. Mais ceux qui veulent être indépendants, c'est pas Bolero qui leur donne envie. C'est de base, ils ont envie, et Bolero leur apporte une solution pour que ce soit viable et que ça tienne économiquement. et il n'y a pas des labels qui veulent développer un peu des plateformes concurrentes à la tienne, des Bolero bis Bon courage déjà. Ouais. Parce qu'il y a du boulot. Et puis d'autre part, nous aujourd'hui, au contraire, on est plutôt dans une logique de partenariat. Donc aujourd'hui, on est déjà en partenariat avec certains labels d'ailleurs. Enfin, tu vois, enfin regarde, Riles, il a son label, Riles Mhm. Sundays. Il n'y a pas que Riles dedans, il y a d'autres artistes. Euh, on a on a aussi beaucoup de partenariats qui se montent et qui se développent avec des managers, parce que c'est les managers aussi qui en général ont euh, la main et qui réfléchissent à comment développer un business model cohérent autour d'un artiste. Donc, on est vraiment dans cette logique partenariale, et donc de ce fait-là, on n'est pas, enfin, tu vois, moi, j'ai jamais dit que j'allais révolutionner l'industrie musicale, c'est-à-dire tout détruire et tout reconstruire. Au contraire, nous, on vient boucher les trous qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Et de l'autre côté, est-ce que tu penses que les plateformes de streaming de musique comme Spotify ou Deezer peuvent aussi se lancer dans l'aventure où justement c'est pas du tout leur, euh, leur expertise? Alors, j'ai vu que Spotify d'ailleurs ils avaient fait quelque chose dans le Web3, j'ai pas trop suivi ce Ouais, que c'était, mais ouais. Alors, pour réexpliquer, hein, c'est très simple ce qu'ils ont fait, et moi je trouve ça super. En fait, ils ont permis à des artistes qui auraient potentiellement une collection NFT quelque part ou une collection de tokens de faire du token gated content. Tout simplement, là, ils ont expérimenté ça aux US. Il y a, je crois, une dizaine d'artistes qui ont pu créer une playlist secrète de morceaux qu'ils aiment. Et il n'y a que leurs holders qui avaient accès à cette playlist. Et donc, il suffisait de connecter son wallet à son compte Spotify. Et ça, pour moi, c'est fantastique. Parce qu'en fait, ça vient ajouter de l'utilité au fait que je détiens des actifs. Donc, ça vient ajouter de l'utilité par-dessus des songshares, par exemple. Et donc, au contraire, moi, j'ai trop envie de bosser avec les plateformes de streaming. Enfin, en fait, les expériences qu'on peut créer sont complètement dingues. Et de toute façon, elles vont pas. En fait, une plateforme de stream, son objectif, c'est d'engranger un maximum d'abonnements pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de chiffre d'affaires et de ce fait-là, qu'il y ait plus d'argent à redistribuer. Donc, ils vont pas tout lâcher demain pour commencer à vendre du catalogue ou à vendre des fan tokens ou faire ça, tu vois. Mais par contre, on peut se plugger. Et c'est là où ça devient très intéressant. et pour comprendre un peu le fonctionnement, donc admettons demain j'achète un NFT de Riles, comment je vais ensuite être incentivé sur ces revenus à venir, comment ça fonctionne Alors écoute, chaque songshare, donc chaque part que tu peux acheter, contient le même montant de droits. Donc
Par exemple, dans le cas de Relay, je sais plus combien c'est, mais au total, il a partagé 6,3% de son morceau Brother. Et donc, toi, en fonction du nombre de pourcentages que tu vas détenir, bah, tu vas avoir le droit à une part proportionnelle des revenus. Donc, comment ça se passe? Tous les trimestres ou tous les 6 mois, si tu détiens encore ce NFT, cette songshare, tu vas recevoir directement dans ton wallet le montant correspondant à ce qui t'est dû. Donc, en termes d'organisation, comment ça se passe? C'est très simple. Nous, on a un schéma contractuel avec le producteur, avec l'artiste. Le NFT que tu détiens, il contient un contrat tripartite qui engage le user, l'artiste émetteur et Bolero. Et donc, c'est Bolero qui va collecter la somme qui t'est due et qui la redistribue dans ton wallet. Donc nous, derrière, on est aussi, et ça c'est assez chouette, hein, on est la première plateforme Web3 à être connectée à un distributeur global qui nous permet du coup de récupérer automatiquement les sommes qui sont collectées par le distributeur par rapport aux performances du morceau. Donc voilà, c'est assez smooth, hein, finalement, il n'y a rien à faire, il faut juste détenir et puis attendre les dates de versement. Et d'ailleurs, les versements, ils se font quoi? Ils se font en stablecoin, En stable, ouais. Ok. En USDC pour le moment. D'accord, très clair. Et pour aller un peu plus loin dans un peu ce nouveau paradigme, est-ce que tu penses que ce serait envisageable à terme d'avoir un artiste qui arrive en fait à tokeniser? En fait, on verrait l'artiste comme une société, c'est-à-dire que voilà, Relais finalement c'est la société Relais, et en fait il tokenise des parts de sa société. Et finalement, quand t'as un NFT Relais, tu pourrais toucher comme des dividendes finalement de toutes les sources de revenus de l'entreprise Relais finalement. Est-ce que c'est quelque chose envisageable ou c'est un peu trop c'est une bonne question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, si un artiste a envie de le faire, ça serait possible. En tous les cas, techniquement, c'est possible. En revanche, il y a deux complexités qui sont liées à ça. La première, c'est que tous les artistes n'ont pas forcément envie, parce que ça signifierait qu'il y aurait... c'est comme si un artiste était coté en bourse, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, cet aspect financier est pas forcément hyper sympa pour tous les artistes. Deuxième sujet, c'est qu'il faudra être capable d'aller collecter parmi toutes les sources de revenus. Donc aujourd'hui, déjà, collecter les revenus d'une œuvre, c'est déjà un sacré taf. Tu vois, nous, on a mis 4 mois à avoir le bon dispositif pour que ça se fasse de manière plutôt simple. Si tu dois aller collecter tout, et en plus tous les contrats de gré à gré, les partenariats marques, etc., il y a quand même encore plus de travail. Donc, il suffirait simplement de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que ça vaut le coup de développer tout un dispositif? Parce que ça prendrait du temps. Et donc, ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment d'artistes et de producteurs qui auront envie de le faire? Pourquoi pas? J'ai pas la réponse. Ok. Et comment ça fonctionne d'ailleurs? Tu disais que ça a pris plusieurs mois. Tu dois t'interfacer, j'imagine, avec la SACEM qui gère les droits musicaux des artistes en France, ou comment en fait tu arrives à centraliser déjà les revenus? Alors pas exactement. Ça c'est un point qui est souvent compris par le grand public, mais qui est pas le Ouais. cas. En fait, la SACEM gère les droits d'auteur. Et donc là, on va faire une petite parenthèse économie de la musique. C'est tout simple. En fait, faut que vous imaginez que vous avez un vinyle ou un CD devant vous, donc cette forme ronde. Pour comprendre quelle est la propriété intellectuelle sous-jacente à un morceau, il suffit de diviser ce CD ou ce vinyle en deux. À gauche, vous avez ce qu'on appelle le master. Donc c'est la part producteur. C'est celle qui est, c'est tout simplement les pourcentages qui sont détenus par le producteur et l'artiste interprète. Donc, imaginons, je sais pas moi, un artiste français très connu qui est sous contrat avec Universal, bah, cette part master, il va y avoir une partie qui va être donnée à Universal et une autre partie à l'artiste interprète. De l'autre côté du disque, donc de l'autre côté du vinyle, on a la seconde partie de la propriété intellectuelle qu'on appelle les éditions. Et c'est aussi communément appelé le publishing. Cette partie-là, elle est divisée en deux. Il y a la part patrimoniale, qui est la part qui, entre guillemets, peut être cédée, qui peut être vendue, achetée, etc. Donc c'est les éditions. Et de l'autre côté, il y a la part morale, qui là, pour le coup, correspond au droit d'auteur, et donc c'est un droit qui est inaliénable. L'artiste ou l'auteur-compositeur ne peut pas le vendre, parce que c'est un droit qui lui revient. Donc, je t'explique tout ça, hein, tout simplement, parce que du coup, pour le moment, nous, on n'exploite que la partie master. La partie édition, elle va arriver plus tard. Et effectivement, on est actuellement en discussion avec la SACEM pour créer un modèle qui va nous permettre de rendre accessible ce cas d'usage. Mais il faut que ça respecte les règles et certaines définitions de la SACEM. Donc c'est un peu de boulot. Mais déjà sur la partie master, donc la partie producteur, effectivement, on a mis du temps à créer ce système parce qu'il fallait déjà que le contrat fonctionne. Donc, il fallait que légalement ce soit valable, ce qu'on vend
champ. Il fallait que l'artiste soit protégé. Donc, il fallait aussi que l'artiste, celui qui vend, ne se retrouve pas dans des complexités ou dans des schémas légaux qui allaient plutôt lui coûter de l'argent que lui en rapporter. Et troisièmement, il fallait qu'on voit effectivement quel était le meilleur système pour collecter les revenus et les redistribuer. Pour que ce soit simple et que ça coûte pas trop cher. Là, pour le coup, ça a été tout simplement beaucoup de workshops avec notre conseil légal, beaucoup de workshops avec les artistes et les producteurs avec qui on est en partenariat. Donc, il y avait Riles, mais il y en a d'autres aussi. Et à la fin, ce dispositif, il est plutôt unique. C'est pour ça qu'en fait, j'introduisais le sujet en te disant tout à l'heure, on est les premiers à avoir réussi à fractionnaliser de l'IP. Et je marque le coup sur ce mot parce que c'est vraiment pas facile et c'est très compliqué de le reproduire. Donc voilà. D'ailleurs, IP, je précise, on parle de propriété intellectuelle. Et c'est intéressant ce dont tu parlais. C'est valable qu'en France ou c'est valable partout? C'est la même législation partout ou il y a des spécificités par pays? Non, alors c'est valable partout. La seule chose, c'est que le contrat de cession est effectivement écrit en lien avec la juridiction des tribunaux de Paris et de France. Si demain il y a litige ou quoi que ce soit, ça sera réglé sous juridiction française. Ok. Et finalement, moi j'ai l'impression que la solution que vous offrez aux artistes, c'est donc une nouvelle source de revenus. Donc en fait, en tant qu'artiste, t'as pas grand chose à perdre que de dire oui. Est-ce que tu disais qu'au début c'était, t'as eu pas, tout le monde ne disait pas oui. Tous les artistes avec lesquels t'as échangé n'étaient pas favorables. C'était quoi leur réserve? Parce que ça avait l'air trop compliqué, parce qu'ils croyaient pas trop en l'idée. Non, malheureusement, c'est plus une question d'image et de communication. La bulle a fait beaucoup de mal au secteur du Web3 à cause de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cibles et il y a beaucoup d'auditeurs de certains artistes qui sont réfractaires en fait au Web3. Juste, ils lisent le mot, l'acronyme NFT, ils partent en courant. Ils se disent, c'est une arnaque. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui étaient réticents. En fait, globalement, je te suis dans la première partie de ta question qui est, en fait, tout le monde aurait tort de ne pas y croire. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Enfin, en fait, la solution est là, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est génial. Le seul challenge, c'est comment est-ce que je présente ça? Comment est-ce que j'en parle? Et comment est-ce que je fais en sorte que les gens comprennent que c'est pas une arnaque et que c'est un truc tout à fait viable. Donc, bon, il faut que le projet se développe aussi. Là, depuis 3 mois, je t'avoue que c'est assez exceptionnel. On est trop content. On commence à avoir vraiment beaucoup de traction et Bolero commence à être un acteur reconnu et identifié sur le marché. Donc, c'est plus simple qu'avant. Mais tu vois, quand on débarque en 2021, c'est pas le cas du tout. Donc, voilà. Ouais, c'est marrant. C'est-à-dire que les NFT, ça a à la fois eu du bon et des comptes dans votre situation, parce que voilà, ça a permis de faire connaître les NFT au grand public, et en même temps, ça a donné un peu une image sulfureuse parce qu'on associe ça à de la spéculation. Oui. Ouais. Et oui, complètement. Et en même temps, je comprends les gens. Il y a eu combien de projets complètement tirés par les cheveux, qui n'avaient pas de sens, qui cherchaient juste à récupérer des liquidités, à arnaquer des pauvres gens juste qui croyaient un petit rêve, tu vois. Enfin, c'est normal, je comprends. Donc il faut juste réussir à contrer cet aspect-là, déjà en prouvant qu'on est capable de faire des choses bien. Donc, là, c'est ce qu'on fait depuis un petit moment. Et puis la deuxième chose, ça c'était notre strate de développement produit et du X. En fait, on a fait passer la blockchain en coulisses. Aujourd'hui, si tu connais pas Web3, tu connais pas la blockchain, tu peux quand même utiliser Bolero. Tu n'auras pas l'impression que c'est de la blockchain. Tu peux payer par carte, Apple Pay, Google Pay. Donc en fait, on te propose l'expérience sans que tu aies besoin de comprendre ce qui se passe derrière. Ouais, c'est excellent. Tu te connectes avec un mail, t'as pas besoin de te connecter avec un wallet forcément. Exactement. Et donc, je me posais une question. Donc, j'avais vu passer, tu vois, un des use cases, c'était Jul, qui, pour l'un de ses albums, avait mis 23 NFT. Pareil, donc une partie chaque NFT permettait notamment était associé à une chanson, donc, et permettait pour la chanson en question d'avoir des redevances des vidéos YouTube. En termes de fiscalité derrière, ça donne quoi? C'est-à-dire que tu dois le déclarer. Comment t'es dans quelle situation? Oui, en fait, c'est un revenu comme un autre. Donc, okay. Soit si tu revends ton NFT, peu importe que ce soit celui de Joule, de Riles, peu importe où tu l'as acheté, oui, si tu revends ton NFT et que tu as réalisé une plus-value, il faut la déclarer. Et les royalties que tu touches tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 6 mois, peu importe, ces revenus-là, il faut les déclarer aussi. Ok. Et après, bon,
ça devient un peu technique sur la partie comment on les déclare, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Ça, il y a des super conseillers fiscaux Ouais. qui sauront aider les gens qui en ont besoin. Et pour revenir sur les concurrents, donc j'avais vu, tu avais un concurrent français qui est Penity. Il y avait Another Block dont on a parlé tout à l'heure avec la chanson de Rihanna. Il y a Royal, Catalog, Sound. Toi, tu échanges avec ces plateformes-là. Quelle relation vous entretenez? Alors, je me permets de rectifier. Pianity n'est pas un concurrent, Sound non plus. D'accord. Eux, leur but, c'est de créer le nouveau SoundCloud ou les nouvelles plateformes de streaming. Donc, eux, leur proposition de valeur, c'est venez écouter de la musique chez nous. Et la musique, en fait, c'est des NFT. Donc, on n'est pas du tout concurrents, on fait pas la même chose. Par contre, effectivement, on s'implante dans la même industrie. Tout ce qui est Another Block, effectivement, c'est comme Royal. Donc, ça, c'est pour nous, c'est nos plus gros concurrents, entre guillemets. Et eux, pour le coup, la grande différence, c'est que, alors, premièrement, c'est full Web3. En fait, tu regardes aujourd'hui leur audience, c'est que du crypto-enthousiaste. Donc, c'est cool pour eux, mais en réalité, nous, on cherche à vraiment targeter le grand public et les fans de musique. Et deuxième sujet, eux, ils font de la quote-part de revenus. Donc, ils ne vendent pas de la propriété intellectuelle. Ils vendent une créance. C'est pas vraiment la même chose. Mais néanmoins, écoute, si tu veux tout savoir, écoute, j'ai rencontré le product manager de Another Block à NFT London. Il est très sympa, on s'est très bien entendu. On a bu des coups ensemble. C'est vraiment gars brillant. Pour le coup, les gars de Royal, je les connais pas. Et sinon, pour les autres acteurs qui sont pas nos concurrents, mais que t'as cité, effectivement, je les crois souvent. Et en réalité, Web3 est un petit monde. Donc, petit à petit, tu finis toujours par rencontrer les gens qui gravitent dans ton écosystème. Et pour revenir sur ce dont tu parlais d'avance de revenus, de quote-part. Tu peux expliquer un peu le fonctionnement je suis pas sûr d'avoir bien compris. En fait, il y a une différence entre vendre une propriété intellectuelle, donc c'est-à-dire un actif, c'est comme si vous achetiez une action d'une boîte, grosso modo, c'est tout simple, et faire une créance, c'est-à-dire une avance sur revenu. Donc en fait, c'est là comment ça fonctionne une quote-part de revenu, c'est juste quelqu'un qui te dit voilà, je te signe un contrat et pendant X années, je vais te reverser X% de mes revenus. Et pour le coup, tu prends le cas de Royal et Another Block, c'est que Spotify. Ok. C'est que le stream. Mais il n'y a pas tous les revenus qui sont associés au master. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prétendre à l'ensemble des revenus qui sont liés à un morceau, il faut avoir de l'IP. Il faut avoir de l'actif. C'est pas une quote-part. Ok. Voilà, c'est juste ça la différence. Donc il y a une durée limitée dans le temps et en plus sur que du streaming musical, pas le reste. C'est ça. Après, nous aussi, parfois, on a de la durée limitée dans le temps. On a des artistes qui le font ad vitam aeternam et d'autres qui le font pour 15 ans ou 20 ans. Ça dépend. Ça, pour le coup, il faut savoir être malléable et polyvalent puisque chaque artiste a ses besoins et ses envies. Et par rapport au projet là que vous avez en cours, est-ce que tu peux parler peut-être on a parlé pas mal de projets. Au début, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal de rappeurs et de scènes électro. Est-ce que vous allez vous étendre à d'autres styles musicaux? Oui, complètement. Là, là, on développe déjà pas mal électro. Je sais pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode, mais le 7 juin, on a Agoria qui rejoint Bolero. Celles et ceux qui ne connaissent pas Agoria, c'est un des plus gros DJ sur la scène française dans l'électro et la techno, qui a beaucoup expérimenté et qui aujourd'hui est assez leader dans les nouveaux concepts liés au Web3. Donc il a déjà beaucoup de collections qui ont vraiment bien fonctionné. Donc c'est cool, il arrive vraiment à faire ce pont entre Web3 et la musique. Donc lui, ça va être assez unique et innovant, et on en est super fiers, puisque ça va être le tout premier artiste à partager 100% d'un morceau. Donc en général, la majorité des artistes partagent entre 5 et 20% d'un morceau. Là, lui, il va vraiment tout partager. Donc il cède 100% sur Bolero. Donc ça, c'est première grosse campagne. Et puis après, effectivement, on cherche à se développer sur d'autres genres musicaux. On a déjà commencé à avoir nos premiers artistes hyperpop, R&B. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est, oui, effectivement, proposer un maximum de genres différents, puisqu'il faut qu'il y en ait pour tous les goûts et toutes les envies. Après, pourquoi est-ce qu'on a commencé avec beaucoup de rap et de hip-hop au début? Tout simplement parce que c'était le genre musical au sein duquel un maximum d'artistes étaient prêts à prendre le risque de tester en fait cette nouvelle activité. Et j'imagine à terme, vous allez aussi cibler des artistes internationaux, ou pour l'instant, vous êtes vraiment focus que sur les artistes français, parce que forcément c'est plus simple. Écoute, non, on a déjà des artistes internationaux. On a déjà Sama Abdouladi, qui est entre guillemets la reine de la techno au Moyen-Orient. On a Pastel qui est au Royaume-Uni. On a après Riles, en soi c'est un artiste international, même s'il est français de base. Donc
on a déjà des inters. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir se développer sur des territoires clés, il faut passer certaines étapes. Donc là, on est en train de bosser là-dessus. Et a priori, à partir de la deuxième partie de 2023, ça va commencer à vraiment s'accélérer justement là-dessus. Et j'ai l'impression que pour l'instant, donc les artistes jouent le jeu et que donc ils monétisent une partie, on va dire, de leur son sous la forme de NFT. Est-ce que tu penses qu'à terme, mais j'ai l'impression que c'est peut-être du one shot ou ça concerne quelques musiques, est-ce que tu penses qu'après, d'ici quelques années, ça va devenir vraiment en fait un rituel et que ça va limite faire partie du process, on se posera moins la question et que ça sera en fait une évidence? J'y crois à fond. Ah, Ouais. j'y crois à fond. Enfin, pour moi, c'est évident. Et il y aura beaucoup d'artistes, tu verras, hein, il y aura beaucoup d'artistes qui vont surtout faire ça dès le début de leur carrière. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est de trouver qui sont les nouveaux DJ Snake, les nouvelles Angel, les nouveaux Drake, les nouveaux Michael Jackson, qui vont en fait partager du catalogue très tôt dans leur carrière parce que ça sera une source de financement évidente pour eux. Et donc, le grand public, les corpos pourront en profiter et pourront avoir en fait un stake dans les carrières de ces artistes-là. Et alors, c'est pas pour tout de suite, mais tu vois, nous, notre vision, on le dit tout le temps, notre vision est assez simple. On pense qu'en 2028, tu auras en gros un quart des abonnés aux plateformes de streaming musical qui auront une part dans la carrière d'un artiste qu'ils aiment. Donc en termes de proportion, d'ici en gros 2028 à 2029, c'est à peu près 78 millions de personnes qui auront une part. Donc même si c'est une part de morceaux à 20 euros, peu importe, ça restera une part, il y en aura 78 millions. On verra si ça se réalise, mais en tout cas, c'est notre vision. Mais c'est intéressant, tu disais, oui, permettre au grand public d'identifier le nouveau DJ Snake, la nouvelle Angel, et j'ai l'impression que ça a finalement redonné peut-être un intérêt au grand public d'aller vraiment creuser des artistes émergents et pas justement se concentrer peut-être sur la musique, on va dire vraiment la musique connue et peut-être aller chercher des nouveaux artistes en devenir, quoi. Ouais, t'as les deux. Bah, tu vois par exemple aujourd'hui, hein, ce qu'on voit nous dans les utilisateurs de Bolero, euh, notamment, alors ça, c'est assez fantastique, mais on a beaucoup d'utilisateurs qui soutiennent plusieurs artistes, pas qu'un seul. Donc ils investissent dans plusieurs parts de morceaux, plusieurs tokens, et souvent ils le font par genre musical, là où ils se connaissent, là où en fait ils connaissent le mieux les tendances et les pratiques. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, on a entre guillemets un peu cette fracture entre d'un côté des gens qui n'investissent que dans les artistes connus, très connus, et ceux qui au contraire n'investissent que dans les petits. Donc après c'est deux pratiques différentes. T'en as qui vont chercher à diguer, trouver le petit potentiel et faire en sorte que, de rentrer tôt avant que cet artiste devienne connu. Tandis que d'autres vont vouloir s'appuyer sur des valeurs sûres, des artistes qui ont déjà prouvé qu'ils étaient établis et de ce fait-là vont rentrer un peu plus tard. Ok. Et tu vois, il y a une vraie expérience sociale derrière Bolero autour de ça. Sur la plateforme, j'invite tout le monde à tester évidemment, mais tu peux follow les profils des autres utilisateurs, tu as un feed avec les actus des artistes, tu reçois des notifications sur les mouvements, qui a acheté quoi, qui a revendu quoi, qui a liké quel morceau. Donc, en fait, toute cette émulsion collective qui est propre à la musique, parce que la musique est profondément sociale, tu la retrouves dans la plateforme. Et pour nous, c'est la clé aussi pour craquer ce marché-là et pour faire en sorte que ça devienne une pratique standard, comme tu le disais, c'est-à-dire que ça deviendra une évidence pour tout le monde. Il faut que le social prenne le dessus sur l'aspect purement marketplace. Et d'ailleurs, comment vous avez attiré les premiers utilisateurs? C'est-à-dire que par exemple, chaque artiste ramenait sa fanbase et après il a aimé le concept et du coup il s'est intéressé à d'autres artistes qui étaient listés sur Bolero, j'imagine. Oui, c'est ça. On a donc évidemment une partie, le canal d'acquisition principal, c'est évidemment les communautés de nos artistes. Et après, c'est le referral. C'est tout simplement les utilisateurs qui sont dans Bolero, qui sont contents de l'expérience qu'ils vivent et qui en parlent à leurs potes, qui en parlent à leur famille et qui en fait viennent à leur tour sur la plateforme. Ok. Et est-ce que tu peux me donner une anecdote un peu de fou qui t'est arrivé depuis le début de Bolero? Une anecdote de fou. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de dire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? Non, écoute, je pense qu'il y a une situation drôle que je peux citer, qui est, tu vois, en 2021, quand on commençait le projet, j'étais dans ma chambre, Arthur dans sa chambre aussi, on codait une partie de la journée, et moi l'autre partie de la journée, je contactais des artistes et des managers, des producteurs pour essayer de leur proposer le concept. Et il y a un producteur assez connu
dans l'industrie musicale, du moins en France, qui a reçu mon DM sur Instagram. Et donc, je lui présentais le projet, je lui disais, mais en fait, j'adore ce que tu fais avec les artistes, j'adore la trajectoire que tu as donnée à tel, etc. Il faut qu'on bosse ensemble. Du moins, est-ce que tu serais partant pour tester ce truc-là? Je pense que tu peux en tout cas en tirer beaucoup de bénéfices. Et il m'a répondu texto, tu trouves que je fais si mal mon travail que ça? Point d'interrogation, tu vois. Une grosse queue. Du coup, j'étais un petit peu bouche bée, je savais pas quoi dire. Et il se trouve que ce producteur, bah là, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ok. Donc, il avait oublié ce DM-là. Et en fait, on s'est revu il y a pas longtemps. Et maintenant, il adore ce qu'on fait. Et en fait, on va bosser ensemble. Donc, Ok, excellent. Il y a eu 1 an et demi entre le scud par DM sur Insta et le fait qu'on va officiellement pouvoir travailler ensemble. Donc, ne lâchez rien. Il faut y croire. Il faut écouter les feedbacks. Si on est à côté de la blague, il faut les prendre en compte. Mais il faut se dire qu'un non n'est pas forcément un non pour l'éternité. Excellent. Et d'ailleurs, c'est quoi les erreurs que vous avez faites? Enfin, forcément, vous en avez faites, mais des erreurs que vous avez faites dans Bolero, des choses que tu aurais fait autrement Je pense qu'on a... De toute façon, ça c'est une erreur qu'on s'est dit et répété maintes fois à la fin de la bulle. Je pense qu'on a trop subi la pression de la bulle. Je pense que, comme je te disais, c'est très compliqué pour un entrepreneur de savoir gérer ces moments-là, surtout quand tu es au tout début de ton aventure. T'as l'impression que tout le monde crée des tendances du jour au lendemain, qu'il y a que des overnight successes, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va être ton moment, donc tu essayes de prendre les vagues comme elles viennent. Et je pense que c'est le pire truc qu'on a fait, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On aurait dû en réalité tout de suite se focus sur 2 cas d'usage. On a essayé de faire beaucoup de choses. En fait, on voulait être le plus polyvalent possible, vu qu'on voulait avoir un catalogue le plus large possible. On s'est dit, on va proposer tous les cas d'usage. En fait, c'était une mauvaise pratique. Donc, tu vois, c'était ce que je te disais tout à l'heure. On a pris le cas d'usage NFT, on s'est dit, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc ça, on a perdu pas mal de temps. C'était un peu dommage. Et dès qu'on s'est recentré sur les 2 produits que nous avons aujourd'hui sur la plateforme, tout est allé beaucoup plus vite. Et tout était beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et je pense que le second point, une des erreurs qui sont particulières à Web3 qu'on a fait, juste après notre première levée de fonds, on était en mode full Web3, Web3 maximaliste, c'est génial, il faut que tout le monde découvre le décentralisé, c'est un univers fantastique. Et donc la première version de Bolero, parce que du coup, avant la levée de fonds, il y a la bêta, et après la levée de fonds, il y a la première version. Et c'est cette première version qu'on a retravaillé après et qui a donné lieu à la V2 aujourd'hui. Cette première version, on est à l'automne 2021. Grossière erreur, on l'a passé en mode full non-custodial et si tu veux l'utiliser, il faut avoir un wallet. Et donc, on a onboardé des artistes, mais on avait un taux de friction à plus de 70%. Donc, il y avait plus de 70% des gens qui découvraient Bolero à cette époque-là, qui, à cause de cette expérience de wallet forcée, abandonnaient. Donc ça, c'était, je pense, aussi notre seconde erreur. Ok, excellent. Et bon, en tout cas, vous avez réussi à rectifier le tir pour justement passer sur une plateforme beaucoup plus axée grand public en fait. Mais de toute façon, c'est pas grave de faire des erreurs. Il faut se rétamer. Il faut juste espérer que tu te rétames pas trop longtemps et que ça te coûte pas trop cher. Mais quand tu entreprends, il faut te rétamer. Il faut te tromper parce que c'est le seul moyen de savoir ce que le marché veut et c'est le seul moyen de déclencher des réactions. Parce que quand tu fais un truc mal, les gens te disent non, c'est pas terrible, j'aurais préféré que ce soit comme ça. Ouais, tu peux pas tout deviner au bureau ou dans ta chambre. Il faut avoir un maximum de feedback. Donc trompez-vous, échouez vite, mais échouez vite et bien et relevez-vous vite. C'est vraiment la clé. Carrément. Et toi d'ailleurs, ton quotidien aujourd'hui ressemble à quoi? C'est quoi tes grandes actions Mes grandes actions, du coup aujourd'hui j'ai forcément un scope hyper horizontal, donc et c'est d'ailleurs pour ça que je suis hyper heureux d'avoir entrepris. C'est pas facile tous les jours, c'est fatigant parfois, mais c'est ultra passionnant. Donc je fais à la fois du produit, à la fois je coordonne et j'interviens à certaines étapes des process musique, donc dans les relations avec les artistes, les labels, les distributeurs et les managers. Je fais aussi évidemment du recrutement, je gère l'équipe au quotidien aussi, s'assurer que tout le monde va bien, tout le monde est motivé, que tout le monde a des objectifs qui sont clairs et qu'ils vont pouvoir les atteindre. Je gère aussi évidemment les finances, donc les levées de fonds, nos stratégies de trésorerie, parce que on parle beaucoup de levée de fonds, mais il y a beaucoup de leviers aujourd'hui qui existent en France et en Europe qui permettent aux boîtes d'être viables.
Donc voilà, et puis bah, évidemment les relations investisseurs, etc. Donc c'est un scope hyper large, mais c'est ultra passionnant, tu fais 10 000 trucs différents. Et en réalité, je pense que c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins, tu vois. C'est d'être capable d'être couteau suisse. Ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est la vérité. Non, ça fait sens. Et tu parlais justement les relations avec les investisseurs. Vous avez prévu là de relever des fonds ou c'est quoi la stratégie à horizon quelques années Alors, je sais pas si un jour tu montreras ta boîte, mais tu verras que stratégie à horizon de plusieurs années. Oui, oui. c'est compliqué de te répondre comme ça. En revanche, oui, effectivement, de toute façon, en fait, on perd jamais contact avec les investisseurs, hein, même si t'es pas en levée de fonds active. T'essaies de maintenir le lien et puis tu prends aussi du feedback. C'est toujours intéressant. Donc là, il va se passer des choses pour Bolero, je peux pas tout dire, mais en tous les cas, l'avenir est plutôt radieux. Cool. Et je te propose de conclure. Déjà, est-ce que tu peux me donner quelques actus? Donc, on a parlé de l'actu avec Agoria qui va arriver bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres actus peut-être Écoute, oui, Agoria qui arrive bientôt. Les autres artistes, je peux pas te les citer, mais sinon, on est en train de bosser sur 2 gros partnerships avec des boîtes de management qui vont nous permettre de développer un format autour des songshare et des Web3 à partir de septembre. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner exactement. Qu'est-ce que tu appelles d'ailleurs format? Format, c'est-à-dire une campagne et des contenus orientés de l'expérience, orientés autour de l'expérience, acheter du catalogue d'artistes émergents. D'accord. Voilà, je drop cet indice pour en dire Yes. plus. Et sinon, après, d'un point de vue produit, donc pour le moment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Web3, donc aujourd'hui, on déploie tout sur Polygon. Néanmoins, on est blockchain agnostique, donc il se peut que on explore d'autres blockchains l'année prochaine. Et enfin, là, on release un outil dont on est super content qui s'appelle le Royalties Estimator. Donc, tous les jours sur votre compte Bolero, vous avez la mise à jour des royalties, de la part de revenus qui vous est due, que vous allez toucher au prochain versement. Donc, ça prend pas en compte toutes les sources de données pour le moment. Donc, pas toutes les sources de revenus parce qu'il y en a certaines malheureusement qui sont pas dynamiques, on peut pas les capter automatiquement. Mais ça permet de voir tous les jours, c'est plutôt sympa tout Bolero, et puis tu vois combien du SDC t'as gagné grâce au morceau et grâce à ses performances. Ok, excellent. Et dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui veut créer son projet dans le Web3 ? Je prends 5 secondes de réflexion pour être sûr que c'est Vas-y. bon conseil. T'en as déjà donné pas mal, hein, mais un petit dernier peut-être. Ouais, non, soyez pas. Écoute, quelqu'un qui veut, en tout cas, si tu veux entreprendre dans le Web3 aujourd'hui, du moins en 2023, il faut que tu trouves un pain, donc un problème précis que seul Web3 peut résoudre. Ou du moins, il n'y a que les attributs des actifs digitaux qui peuvent les résoudre. Sinon, c'est pas forcément utile et ça veut dire que c'est pas forcément un bon projet Web3 à monter. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de monter des projets Web3 en prenant un cas qui fonctionne déjà très bien en Web2 et juste en mettant du Web3 par-dessus. En réalité, ils n'ont attiré que des spéculateurs qui étaient intéressés par le projet juste par le fait qu'il y avait un token et du coup, c'était, entre guillemets, de l'equity liquide. Il faut trouver un bon problème, il faut le résoudre correctement, à petite échelle. Et une fois que tu as réussi à le résoudre à petite échelle, tu te déploies et tu essaies de l'étendre à plus de monde. Ok, super conseil. Merci beaucoup William, c'était hyper intéressant et ouais, c'était vraiment une belle leçon, une masterclass sur la compréhension de l'industrie de la musique. Je te remercie pour ton invitation, Gary. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et si vous voulez me contacter, je suis toujours accessible. Et créez-vous votre label sur Bolero. Aujourd'hui, vous n'allez pas le regretter. Excellent. Merci.